Apportez-leur votre soutien. La Fondation a besoin de vous. Par chèque. Envoyez vos dons par chèque bancaire. Faites un don sur frm.org. www.unicef. Faites un don. Merci. Des enfants qui n'ont plus que la peau sur les os. La famine. Des situations d'urgence. Et des humanitaires dans l'action. La pitié, la culpabilité. Des arguments imparables pour faire appel à notre générosité. Et ça marche, l'argent afflue. Les associations françaises engrangent ainsi près de 3 milliards d'euros par an, l'équivalent du chiffre d'affaires d'une entreprise comme Apple en France. L'humanitaire a le vent en poupe. Depuis 10 ans, les sommes versées augmentent de 5% en moyenne chaque année. Mais que devient cet argent? Est-il toujours bien utilisé? Enquête sur les nouvelles multinationales de la charité. Place d'Italie, dans le sud de Paris. Des jeunes gens collectent de l'argent pour l'association Aide. Près de l'Opéra, ils arborent le logo du WWF. Devant la gare Montparnasse, on croise Amnesty International. Contrairement à ce que vous pourriez penser, ces collecteurs ne sont ni des bénévoles, ni des militants des associations dont ils portent les couleurs. Ils sont payés par des sociétés privées d'un nouveau genre. Des sociétés spécialisées dans le recrutement de donateurs. Il en existe une dizaine en France aujourd'hui. Le métier est apparu il y a 5 ans. Pour savoir comment travaillent ces entreprises, nous nous sommes fait engager dans l'une des plus importantes. Elle emploie 2000 personnes par an pour le compte des ONG. Ses clients, la Croix-Rouge, Médecins du Monde ou le Secours catholique. Avant d'aller démarcher dans la rue, petite formation théorique pour les nouvelles recrues. L'objectif, c'est de convaincre les passants de donner leur relevé d'identité bancaire. Et ça, en un temps record. Ce qu'on propose aux gens, c'est en 4 minutes de s'engager à donner un RIB. Reste à convaincre les passants sur le montant du prélèvement mensuel. Et pour cela, on utilise des techniques de vente. Si je dis à quelqu'un, le minimum est de 7 €, psychologiquement, il va donner le minimum ou il va se caler, enfin c'est un plafond si vous voulez. Alors que si je lui dis le top départ est de 7 € ou à partir de 7 €, il va peut-être penser à donner plus. C'est-à-dire que tu peux faire passer des milliards de trucs à partir du moment où c'est bien formulé. On ne leur laisse pas l'opportunité de réfléchir. Il ne faut pas se leurrer, on est tous là pour gagner de l'argent, quoi. On va dire que si en moyenne, chacun, vous trouvez 3 donateurs par jour, c'est une moyenne, on sera rentable, on aura fait une jolie mission. Trouver 3 donateurs par jour, pas si facile. Nous sommes envoyés dans le sud de Paris pour le compte d'une ONG de protection de l'enfance. Salaire proposé, 70 € bruts par jour. Jade a 25 ans, elle est étudiante. C'est la première fois qu'elle participe à ce genre de mission. Bonjour mesdames, vous connaissez l'association Partage? Bonjour monsieur, vous connaissez Partage? Je vous en prie, bonne journée. Consigne, arrêter 150 personnes par heure, c'est-à-dire 1000 par jour. Elle est munie d'une caméra cachée. Enfin, moi je peux vous faire remplir un bulletin de soutien si vous avez envie de parrainer un enfant ou un projet, c'est comme ça. D'accord. Bah merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir pris votre temps. Je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Avec elle, une dizaine d'autres collecteurs, tous des travailleurs précaires. Une chef d'équipe surveille la productivité. Vous allez voir arriver de loin parce que là je suis personnel, je suis super content. Rebondis sur ce que les gens disent, d'accord? C'est bim bam boum, d'accord? Si t'es capable, t'es intelligente, t'as tout le cours, si t'es là c'est que t'as ta place, non, il faut le trouver. Merci, une autre question? Merci. Et finaliste. Ok, à fond. Au bout de 3 jours à l'essai et 3000 passants arrêtés, Jade n'a décroché aucun RIB. Pour elle, c'est donc terminé. Pour les autres, la mission durera 5 semaines.
Coût de l'opération pour l'ONG, 70 000 € en moyenne. Dons récoltés, 4 fois plus, environ 280 000 €. Une bonne affaire donc. Le démarchage dans la rue est beaucoup plus efficace qu'une campagne par courrier. Dans un secteur devenu très concurrentiel, toutes les grandes ONG ont aujourd'hui recours à ces méthodes. Nous avons rendez-vous avec Pierre Salignon, le directeur de Médecins du Monde. Bonjour, Sophie Bonnet. Lui aussi reconnaît faire appel à ses prestataires. Quel est l'intérêt pour vous de faire appel à des recruteurs de donateurs? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça en interne? On part du principe qu'on n'a pas toutes les compétences. Donc ça, c'est un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on estime que des prestataires extérieurs ont peut-être plus de facilité à mettre les choses parce que c'est leur métier. Voilà. Mais l'ONG doit rembourser les 70 000 € qu'elle a payés pour la campagne de collecte. Alors pendant 17 mois, les prélèvements sur votre compte servent donc à payer la société privée. Les gens pensent donner à l'ONG et en fait l'argent part payer une entreprise privée. C'est pas choquant? On est dans un monde économique avec des règles et puis c'est un peu comment on l'utilise pour nous permettre de mener nos actions demain. Voilà. Le secteur de l'humanitaire s'est professionnalisé. Depuis 10 ans, toutes sortes d'entreprises privées se sont mises sur le créneau. Une nouvelle activité a le vent en poupe, le tourisme humanitaire. Voici des vidéos publicitaires que l'on trouve sur Internet. Des vacances en Afrique pour creuser des puits ou donner des cours. Aucune qualification requise. Tout le monde peut être volontaire. Il suffit de s'inscrire et de payer. L'une des principales agences de tourisme humanitaire est anglaise. Son nom, Projects Abroad. Elle compte des filiales dans 22 pays, dont la France. Une vraie multinationale de l'humanitaire. Dans son catalogue, plus de 30 destinations. L'un de ses pays phares est le Cambodge. Un séjour d'un mois coûte 1 695 € par personne. Plus le billet d'avion, environ 1 300 €. Total, 4 000 € pour un mois. Plusieurs activités au choix. Droits de l'homme, éco-volontariat, mission humanitaire. Nous décidons de travailler dans un orphelinat. Le projet semble attrayant. Les volontaires contribuent à aider les orphelins et les enfants des rues à retrouver espoir et confiance en l'avenir. Nous partons au Cambodge. Direction Angkor, dans le nord. C'est la ville la plus touristique du pays. Les temples de l'ancienne capitale khmer sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Ils attirent chaque année plus d'1 million de visiteurs. Notre point de chute, c'est cette grande villa, un peu à l'écart de la ville. Des lieux de vie comme celui-là, Projects Abroad en compte une dizaine au Cambodge. Une jeune volontaire française nous accueille. Bienvenue. Merci. Il vous reste 2 mois, c'est ça? Un mois. Pardon. 10 touristes volontaires sont logés avec nous à la villa. Tous ont payé le séjour à Projects Abroad et chacun d'eux a été placé dans un orphelinat différent. À notre arrivée, nous attendons le directeur dans son bureau. Sur les étagères trônent d'imposants classeurs avec le nom des différents orphelinats. Ça semble sérieux, mais quand on les ouvre, ils sont tous vides. Sur un panneau, les activités de loisirs proposées pendant le séjour. Alors, faites de l'aérobic. Oui, de l'aérobic, du volleyball, du cerf-volant, du vélo. 19h, c'est l'heure du dîner et l'occasion de rencontrer les autres touristes humanitaires. L'une d'elles est un peu dépitée. Bonjour. Moi, je donne des cours d'anglais. Ouais. Même là, j'ai une Australienne qui est arrivée hier, qui a un peu pris ma classe, donc du coup, je me suis retrouvée. Bon, qu'est-ce que je fais? Et du coup, comment tu fais quoi? Je me balade, je regarde ce qui se passe. Elles sont censées travailler 5 jours par semaine dans un orphelinat.
Mais en fait, elles enchaînent les visites touristiques. Et toi, t'es là pour combien de temps? Ça fait un mois. Et je reste encore. Ça passe vite, hein. Ouais. Ça passe un mois. Ah ouais. Si vous voulez voyager un peu, c'est trop court. Ouais, il faut vraiment prendre le temps pour bien visiter. Puis il y a plein de choses à voir. Il y a plein de points à faire. Il y a des places. On fait le sud, on a les plages. Ah ouais, Le lendemain, premier jour de travail, on nous accompagne dans notre orphelinat. C'est notre orphelinat? Bonjour. Ah, voilà les volontaires. Bonjour, je vous attendais. Soyez les bienvenus. Nous sommes accueillis par la directrice. Qu'est-ce que nous allons devoir faire? Vous devrez couper les ongles des enfants et leur apprendre les règles d'hygiène. Est-ce qu'ils ont des jeux ici? Non, enfin, parfois ils jouent avec une petite balle. Aucun jouet, pas de livres, pas de crayons. Les enfants en sont réduits à faire des avions en papier, avec des feuilles que nous leur avons données. N'ayant pas de directive, nous improvisons des jeux. Nous avons payé 1 695 € par personne pour improviser des jeux avec les enfants et leur couper les ongles. Pourtant, le coût de notre séjour aurait permis de payer 5 ans de salaire d'un instituteur cambodgien à temps plein. Et sur les 1 695 €, l'orphelinat ne touche qu'une part dérisoire. Projects Abroad, combien ils vous versent pour notre séjour ici? Ils nous donnent 100 $ pour un mois. Ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est vraiment pas beaucoup. C'est Projects Abroad qui a décidé du prix? Oui. 100 $, c'est-à-dire 80 € pour l'orphelinat. Tout le reste, soit 1 600 € pour la multinationale du tourisme humanitaire. Retour à la villa, c'est l'heure du dîner. Les autres volontaires, elles aussi, déchantent. Elles se sont rapidement rendues compte que leur argent ne bénéficiait presque pas aux orphelins. Dérouler tout ça. Après, moi je trouve ça cher et moi je pensais qu'il y avait de l'argent qui allait dans l'orphelinat ou qui allait dans l'orphelinat. On pense de tous. Et or, c'est pas le cas. On est tous tombés des nues. C'est un peu un gros business, quoi. Alors, c'est un peu bizarre comme démarche, du volontariat, mais en même temps, c'est quand même business. Effectivement, Projects Abroad est une affaire qui marche très bien. Nous nous sommes procurés les rapports financiers de la société. Son chiffre d'affaires annuel est de 20 millions €. L'entreprise est dirigée par les frères Slove, Peter et Richard. En 2010, ils se sont versés 700 000 € de dividendes, sans compter leurs salaires, qui ne sont pas rendus publics. Retour en France. Direction le siège de Projects Abroad, à Grenoble. Nous avons rendez-vous avec la directrice de la filiale française. Les profits réalisés par son entreprise, elle les assume très bien. Je trouvais ça normal de dégager autant de profits, de gagner des salaires aussi confortables de cette manière-là. Là, j'ai pas les chiffres en tête, mais en effet, il y a des profits qui sont générés, mais on peut tout à fait se faire des profits de façon honnête et en faisant avancer la société et le monde dans lequel nous vivons. Je vois pas... Vous estimez que donner 100 $ à chaque orphelinat pour une personne, c'est suffisant? Projects Abroad donne des volontaires. On en donne énormément par an. On met à disposition cette manœuvre, on les prépare, on assure leur logistique sur le terrain. Donc notre objectif n'est pas de leur donner des fonds. Nous, ce qu'on était amenés à faire toute la journée, ce sont des coloriages, des dessins, des pliages. Et vous pensez que c'est pas utile de faire ça avec des enfants? Que c'est mieux qu'ils soient par terre, sans aucun encadrement, laissés à eux-mêmes? Parce qu'il y en a énormément qui font ça. Je suis persuadée que c'est extrêmement utile pour les enfants. Retour au Cambodge. Ici, le tourisme humanitaire commence à faire polémique.
L'an dernier, une campagne choc a été lancée dans tout le pays. Des enfants cambodgiens dans une vitrine de musée, des touristes qui photographient et un slogan: les enfants ne sont pas des attractions touristiques. À l'origine de cette campagne, une ONG dédiée à la protection de l'enfance, Friends International. Nous avons rendez-vous avec son directeur, un Français, Sébastien Marot. L'enfant est devenu une destination touristique. Les volontaires étrangers qui viennent dans les orphelinats viennent, selon moi, à 99% avec les meilleures intentions du monde. C'est des gens généreux qui veulent faire quelque chose pour le pays. Et donc il y a des très bonnes intentions derrière. Malheureusement, comme beaucoup de cas, l'intention n'est pas suffisante, c'est les conséquences de ce qu'on fait. Quelle est la valeur ajoutée pour cet enfant? Les cours d'anglais, il faudrait d'abord qu'ils parlent bien le khmer, leur propre langue, ça serait quand même le plus important. Et selon moi, ce nouveau phénomène de tourisme d'orphelinat ou de tourisme de charité est très grave. À Angkor, une dizaine de sociétés de tourisme humanitaire se sont installées depuis quelques années. Les volontaires affluent et un véritable business de l'orphelinat se développe. On compte 300 établissements ici et 1000 dans tout le pays. Le nombre d'orphelinats a augmenté de 65% en 5 ans. Certains s'installent juste à côté des sites touristiques. Cette directrice ne cache pas que c'est plus simple pour récolter de l'argent. De combien avez-vous besoin chaque mois? Il me faut 1 000 $ par mois pour nourrir les 35 enfants. Et pourquoi vous avez installé votre orphelinat ici? Si je m'étais installée dans un village à la campagne, personne n'aurait pu me voir et donc personne ne m'aurait aidée. Il y a plus de touristes ici, donc c'est plus facile d'avoir de l'argent? Oui, comme je vous l'ai dit, je me suis installée ici parce qu'il y a plus de touristes. Certains établissements ont trouvé le moyen de rentabiliser encore davantage leurs orphelins. Devant celui-ci, un slogan digne d'un parc d'attractions. Passez du temps avec les enfants. Vous passerez un bon moment que vous ne serez pas prêt d'oublier. Vous verrez le sourire des enfants pauvres et leur foi en l'avenir. À l'intérieur, sous la surveillance d'un maître, une dizaine d'orphelins dessinent et peignent les temples d'Angkor. Des tableaux destinés aux touristes. Tu arrives à les vendre? Oui, il y a des visiteurs qui les achètent. Des tableaux qui se retrouvent aussi en ville, dans des échoppes touristiques, et qui sont vendus entre 10 et 40 €. Deux kilomètres plus loin, un autre orphelinat. Ici, le directeur a trouvé une bonne idée pour attirer les touristes. Un show de danse traditionnelle. Bonjour, merci d'être venu nous voir. Vous venez pour le spectacle? Oui. Le spectacle est quotidien et ce sont les enfants qui assurent le show. Ils sont 40 orphelins à vivre ici, âgés de 4 à 18 ans. C'est parti pour 1 heure de danse. À la fin du spectacle, le patron de l'orphelinat vient faire appel à notre générosité. Carte bleue acceptée. Une journée nous coûte 160 $. Vous pouvez faire une donation à l'orphelinat et vous pouvez aussi prendre des photos sur scène avec les enfants. Après le show, les petits artistes rentrent chez eux. Un dortoir de 30 mètres carrés pour 34 enfants, où ils dorment à 2 par lit. Aujourd'hui, à Angkor, visiter un orphelinat fait partie des circuits touristiques classiques. Dans toutes les langues, les visiteurs donnent leur avis sur les forums de voyage, comme après un séjour dans un hôtel ou un repas dans un restaurant. Bon endroit à visiter, il faut y aller. Au total, il y aurait officiellement 10 000 orphelins en Cambodge. En réalité, sans doute le double ou le triple. Un chiffre énorme. D'où viennent-ils?
Au détour d'une visite, le directeur d'un autre établissement va nous avouer la vérité. Vous êtes le directeur de l'orphelinat? Oui. Il y a combien d'enfants ici? 21. Et d'où viennent-ils? Ils viennent de loin? Oui, très loin d'ici, de la campagne. La plupart des enfants vivent dans des familles très pauvres et quelques-uns sont orphelins. Donc vous allez dans les familles et vous pouvez prendre les enfants? Oui, c'est ça. On me donne des informations, je vais dans les familles et je prends les enfants. Beaucoup d'enfants ne sont donc en fait pas orphelins. Ils sont retirés de leur famille pour être envoyés dans les établissements des zones touristiques. Poussés par la misère, des parents se laissent convaincre de les confier en échange de leur scolarisation. Les enfants ne sont donc pas abandonnés et ne sont pas adoptables. Ici, c'est un secret de Polichinelle. Tous les établissements vont chercher des enfants dans les campagnes. Cet autre directeur nous le confirme. Aujourd'hui, on a 33 enfants. Et certains viennent de très loin d'ici? Oui, ils viennent de très loin. J'ai une équipe de collaborateurs dans le nord du pays et une autre équipe dans le sud. On s'appelle et on prend les enfants. D'après une étude de l'UNICEF de 2010, 72% des enfants qui se trouvent dans les orphelinats ont au moins un de leurs parents qui est vivant. Sébastien Marot, le directeur de Friends International, dénonce ces pratiques. Les enfants sont donc retirés de leur famille pour être mis dans ces centres pour, soi-disant, pour leur donner un avenir meilleur parce que ce sont des gens très pauvres. Or, légalement, c'est complètement absurde de séparer les enfants des parents. Ça, légalement, c'est pas acceptable. D'un point de vue, toutes les études sur l'impact que ça a sur les enfants montrent clairement que c'est extrêmement mauvais pour les enfants. Un centre est bien pire. Un bon centre est pire qu'une mauvaise famille. Sreimom est au chômage et divorcée. Sans ressources, elle a placé 4 de ses 5 enfants dans un orphelinat en 2007. Mais après un an, elle a voulu les récupérer. Comme j'ai constaté que ça ne se passait pas bien à l'orphelinat, j'ai voulu récupérer mes enfants. À l'orphelinat, ils sont maltraités. Mon fils était frappé et on lui mettait un foulard sur la bouche pour l'étouffer quand il criait. Problème, elle a signé un contrat avec l'établissement. Et si elle veut récupérer ses propres enfants, elle doit payer. Les parents s'engagent à ne pas demander le retour de leur enfant. S'ils veulent récupérer leur enfant, ils devront payer une amende de $1500. L'orphelinat ne sera pas considéré comme responsable si l'enfant devient fou. Ils m'ont dit, si vous voulez récupérer vos enfants, il faut nous apporter de l'argent. Je ne sais plus comment faire, parce que je n'ai pas d'argent. Je veux récupérer mes enfants, mais je n'ai pas d'argent. Il y a 4 mois, Sreimom a fini par récupérer l'un de ses enfants. Son fils de 11 ans lui a été rendu sans contrepartie, parce qu'il était très malade. Le petit garçon est aujourd'hui encore traumatisé. Si des enfants tombaient malades, on ne les soignait pas. S'ils mouraient, on les enterrait. Ils me bâillonnaient avec un foulard. Pour me punir, ils me demandaient de rester debout sur un pied et me donnaient des coups dessus. Ils nous disaient, si vous dites à vos parents qu'on vous frappe, on vous frappera encore plus. Nous décidons de nous rendre dans cet orphelinat. Sur place, pas question d'évoquer le cas de la mère de famille que nous avons rencontrée, par crainte de représailles. 3 de ses enfants vivent toujours ici. 2 des responsables de l'établissement nous reçoivent. Nous les interpellons sur les cas de maltraitance.
On nous a dit qu'il y avait des problèmes de violence envers les enfants dans votre orphelinat. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Non, madame. Non, ce sont que des bruits qui courent et amplifiés. Nos bonnes actions sont à peine murmurées. Par contre, les tout petits problèmes sont amplifiés et criés sur tous les toits. Vous devez comprendre que les enfants sont là pour apprendre. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Quand on les interroge sur la fameuse amende de 1 500 $ réclamée aux parents pour récupérer leurs enfants, ils reconnaissent la situation. Selon eux, ils sont dans leur bon droit. C'est légal, ça? Tous ces contrats sont reconnus par le ministère de l'Intérieur. En fait, c'est noté sur le papier, mais cela ne s'est jamais produit. C'est une manière de faire pression sur les parents. L'explosion de cette nouvelle forme de tourisme écœure les ONG traditionnelles. À Paris, nous avons rendez-vous avec une figure emblématique de l'humanitaire. Ronnie Broman, l'un des fondateurs de Médecins sans frontières. À 62 ans, il dénonce le tourisme humanitaire, qu'il considère comme une dérive grave. Pour moi, il s'agit purement et simplement d'escroquerie intellectuelle, voire d'escroquerie financière. Ça reste à voir. Mais d'escroquerie intellectuelle, assurément. Mettre aux enchères de la sorte des postes de volontaires sur le terrain, cher payés par des gens pleins de bonne foi, de volonté d'engagement, mais excessivement naïfs, je crois que c'est se moquer du monde. Ça ne sert évidemment à rien sur le terrain. Ça a sans doute une utilité pour ceux qui organisent ce genre de choses, parce qu'évidemment, il y a de l'argent à la clé. Mais les dérives de l'humanitaire ne concernent pas que les sociétés privées. Les grands acteurs traditionnels sont eux aussi régulièrement épinglés. Budget mal utilisé, manque d'efficacité et de vision à long terme. Comme lors de l'une des plus importantes catastrophes humanitaires de ces dernières années, en Haïti. Bonsoir à tous, il était un peu moins de 17h heure locale lorsque la terre a tremblé. Haïti a donc connu hier son pire séisme. Des dizaines de bâtiments se sont effondrés. Les corps de centaines de blessés et de morts jonchent les rues. La terre pour le moment a cessé de trembler, mais la population, hagarde, craint de nouvelles répliques et attend de l'aide. 300 000 morts. 1 500 000 sans-abri. Le monde entier est bouleversé. Plus de 5000 ONG se mobilisent dans l'urgence. Elles apportent de l'eau, de la nourriture, du matériel médical et des tentes. Les médecins et les secouristes vont sauver des milliers de vies. Un élan de générosité colossal. 6 milliards de dollars affluent des 4 coins de la planète, environ 5 milliards d'euros. Schématiquement, 20% des sommes ont été reçues par les ONG. Le reste, 80%, par les grandes institutions internationales comme la Commission européenne et l'ONU. Ces institutions sont aujourd'hui devenues les premiers acteurs de l'humanitaire dans le monde. Nous partons pour Haïti, cette petite île juste à côté des États-Unis. Une surface qui fait à peine plus de 2 fois l'Île-de-France. Capitale, Port-au-Prince. Le pays compte 10 millions d'habitants. C'est l'un des plus pauvres au monde. Nous voulons savoir ce qui a été fait avec les 5 milliards d'euros d'aide humanitaire. Cette somme représente plus de la moitié du produit intérieur brut du pays. Quand nous arrivons sur place, 2 ans et demi après le séisme, première surprise, de nombreux bâtiments sont toujours détruits. Même le palais présidentiel, le symbole de l'État, est toujours en ruine. Aujourd'hui encore, près de 300 000 rescapés sont toujours sans abri dans la capitale. Partout dans la ville, on trouve des campements sauvages, avec des centaines de tentes. De véritables décharges à ciel ouvert. Des bidonvilles faits de bâches, de parpaings et de tôles. Un réseau d'eau potable quasiment inexistant. Nous sommes au cœur de la capitale, sur la place la plus prestigieuse, à 2 pas du palais présidentiel, le Champ de Mars. Mais aujourd'hui encore,
quelques 5000 personnes campent ici. Cette jeune femme a 20 ans. Depuis le séisme, elle vit dans cette tente de 4 mètres carrés avec son mari et sa fille de 7 mois. Comment vous faites pour vivre? C'est mon mari qui travaille. Vous allez rester ici combien de temps? Je ne sais pas combien de temps nous allons rester ici parce que nous n'avons nulle part où aller. Et les ONG ont proposé une autre maison ou quelque chose? Non, on ne m'a rien proposé. Le gouvernement a décidé de nettoyer les places publiques. Toutes les tentes doivent disparaître. Et leurs habitants vont être relogés, mais ailleurs, loin des regards. On peut rentrer? Oui. Ouais. Bonjour. Je suis là depuis le 13 janvier, depuis le tremblement de terre. Avant, j'étais propriétaire d'une petite maison. C'est mon dernier jour ici. On nous donne 350 € pour qu'on s'en aille. Ce que je leur reproche, c'est qu'on nous envoie dans un bidonville, exactement comme celui-ci. Je suis en colère contre les ONG et le gouvernement. Et ma frustration, elle va rester toute ma vie. 350 € par tente, de l'argent versé par les organisations internationales pour que les rescapés vident les places publiques. Mais la grande majorité ne bénéficiera pas de cette aide. Seul un tiers des victimes du séisme a été relogé grâce à l'aide humanitaire. Et voici comment. Les Nations Unies, la Commission européenne et les ONG ont réparé environ 5000 habitations. Et elles ont acheté plus de 115 000 habitations temporaires. Des petites cabanes de 15 mètres carrés. Ici, on les appelle les shelters, des abris. Coût pour les organisations humanitaires, 3 500 € en moyenne. Durée de vie estimée, 3 ans. Nous sommes dans le quartier de Ravin Pintad, à l'est de la capitale. Ces shelters, à 2 étages, sont les plus luxueux de toute l'île. Ce sont aussi les plus chers. Prix de vente, 6 200 €, payés par le gouvernement américain. 300 shelters ont été construits ici. Sur place, nous avons rendez-vous avec le chef de projet. Cet Américain est arrivé en Haïti en 2010. Il supervise les constructions. Il est très fier de ces abris transitoires. Nous avons ici une structure totalement métallique. Ils sont des grandes colonnes en métal et avec toute une structure squelette métallique. Et la maison est attachée et c'est résistant au plus grand vent, aux problèmes séismiques. Et c'est une structure qui ne détériore pas. Mais quand nous rentrons dans l'une de ces habitations, nous avons quelques surprises. C'est dans ces 30 mètres carrés que vit cette mère de famille, avec son mari et ses 7 enfants. Après 4 mois, l'intérieur commence déjà à se dégrader. Finition sommaire, câbles électriques à l'air libre et plafond qui s'affaisse. Les 9 personnes dorment dans cette chambre-là? Oui, oui. Alors, comment vous faites? 2 là? Oui, 2 là, 3 là. La maison, là, elle peut durer combien de temps, vous croyez? Je ne sais pas combien de temps la maison va durer, mais ça ne sera pas pour toujours. C'est vrai qu'on est mieux que sous les tentes, mais avant le tremblement de terre, on avait une maison à nous et c'était plus spacieux. Le comble, c'est que ces abris rudimentaires sont plus chers que des habitations en dur. Le mètre carré coûte 206 € pour un bungalow temporaire, contre 140 € pour une maison définitive. Nous avons rendez-vous avec un architecte français qui dirige l'ONG Architectes d'urgence. Il travaille sur l'île depuis le séisme et se montre très critique sur l'évolution de la situation. Comment est-ce que ça se passe, la reconstruction en Haïti, là? La reconstruction en Haïti, en termes de logement, pour moi, elle n'a pas commencé. C'est-à-dire? On n'en est qu'au balbutiement, plus de 2 ans et demi après la catastrophe. Il suffit de regarder.
Il suffit de regarder. Sur tous les abris d'urgence qui ont été mis, ce qu'on appelle les shelters, c'est franchement un scandale. C'est un scandale dans la mesure où ça règle rien du problème du logement. Ils sont en grande partie pas habités, ils sont d'une qualité plus que médiocre et ils ont coûté très cher. On aurait pu faire du permanent quasiment pour la même somme. L'organisation de Patrick Coulombelle fait partie des très rares ONG qui tentent de construire de vraies habitations en dur. Il nous emmène devant une maison qui vient d'être terminée. Elle est inspirée de l'architecture locale. Surface, 54 mètres carrés. Coût, 6 500 €. Quasiment le même prix que le shelter américain, mais pour 50% de surface en plus. L'idée, c'est de faire des choses qui soient aussi... c'est du dur, quoi. Je veux dire, ça peut secouer. Je veux dire, ça va tenir, ça. Dans l'entrée, un escalier mène à une chambre, à l'étage. C'est ce prototype que l'ONG souhaite développer en Haïti depuis le séisme. Mais impossible de trouver des financements. Selon l'architecte, les grandes institutions sont toujours dans une logique d'urgence. Il est clair que les gens qui font du shelter aujourd'hui, la responsabilité qu'ils ont, dans 2 ans, le truc est par terre, tout le monde s'en fout, quoi. Pour Patrick Coulombelle, les choix qui ont été faits ne sont pas adaptés à la situation haïtienne. Les acteurs humanitaires, et notamment des Nations Unies, ils ont l'habitude de travailler sur des gestions d'urgence ou, par exemple, du camp de réfugiés. Alors, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas à faire du shelter ici parce qu'on peut très bien laisser les gens sous les tentes à un moment et faire du dur pendant ce temps-là. Ça ne se justifie pas techniquement. Nous avons demandé une interview aux responsables de l'action humanitaire des Nations Unies. Leur base, au cœur de la capitale, est un immense camp retranché, à la sécurité drastique. Un État dans l'État. Ici travaillent 15 000 personnes venues du monde entier. L'ONU dispose d'un budget colossal, plus de 550 millions d'euros par an. Mais au dernier moment, l'interview sera annulée, sans explication. Pour obtenir des réponses, nous devons aller en Suisse, à Genève, au siège général des Nations Unies. C'est Elisabeth Bierce, l'une des porte-paroles, qui nous reçoit. Nous l'interrogeons sur les choix qui ont été faits. Personne ne comprend finalement pourquoi 2 ans, 2 ans et demi après, on en est encore à financer des abris temporaires qui coûtent le même prix que des abris en dur. Ça, c'est quelque chose qui pose question. Que les gens se posent des questions 2 ans après, 3 ans après, c'est tout à fait légitime, mais il faut voir de quelle situation nous sommes partis. Non seulement nous, ONU, mais tous les organismes qui soutiennent le gouvernement haïtien dans son effort de reconstruction. C'est énorme. La construction en dur n'est donc toujours pas d'actualité. Et lorsque nous lui demandons des informations précises sur le nombre de shelters financés, impossible d'avoir une réponse. Par exemple, est-ce que vous savez quel est le nombre de shelters qui a été financé? Non. À peu près, non, vous savez pas. Non. Et visiblement, à l'ONU, personne ne peut la renseigner. Les shelters, qu'est-ce qu'on a construit? Est-ce que tu as le nombre d'abris temporaires qui ont été construits? Avant, tu voyais que ça, on a construit tant de shelters, c'était la grande gloire. Tu arriverais à regarder, à googler? Mais avant, à chaque anniversaire, on se glorifiait de ce qu'on faisait. Nous repartirons sans connaître la réponse. 2 mois plus tard, on nous indiquera finalement que l'ONU estime avoir construit environ 3000 abris transitoires. Nous sommes près de 3 ans après le séisme. Et aujourd'hui encore, les organismes internationaux et les ONG investissent dans des habitations temporaires. Comme le montre ce document daté d'octobre 2012, la Commission européenne va financer de nouveaux shelters pour un coût de 1 500 000 $, soit 1 275 000 €. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça n'est pas l'argent qui manque lors des grandes catastrophes. Un haut responsable de l'ONU à Haïti nous l'a confié, sans savoir qu'il était enregistré. Donc vraiment, en 2010, en 2011, le pays était saturé d'argent. Dans le sens qu'il était impossible de dépenser beaucoup plus.
Et puis, tous mes collègues ici travaillaient 24 sur 24 comme des malades, à essayer de dépenser de l'argent. Et personne n'a été capable de dépenser le budget complet. Le problème, selon lui, c'est que les grandes institutions n'ont aucune vision à long terme pour le développement. Vous ne pouvez pas savoir la pression qu'on a pour faire des beaux panneaux et faire des photos. J'ai une mission la semaine prochaine, c'est la seule chose qui les intéresse. Ils veulent savoir où est leur drapeau, où est leur logo. Après ça, quoi? L'eau potable? Non, c'est il est où le logo? Il est où le logo? C'est tout ce qui les intéresse. Tout le monde est content, on donne des petites voitures, on donne des petits ordinateurs, des choses visibles, faciles à donner, faciles à remettre. Et tout le monde oublie que le développement ne se passe pas de cette façon-là. C'est pas juste les ONG, hein, c'est nous, c'est tout le monde. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé à cause de la coopération internationale. Avec les budgets débloqués pour réaliser les infrastructures sur le terrain, les grandes institutions internationales et les États font souvent appel à des sociétés privées. Certaines se sont même spécialisées dans les chantiers d'urgence. Des chantiers souvent très rentables. « 20 jours après le tremblement de terre d'Haïti, Kenneth Martin, l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, envoie un câble confidentiel à la Maison-Blanche pour décrire la situation sur place. C'est la ruée vers l'or. Les entreprises viennent jusqu'ici pour vendre leurs concepts, leurs produits et leurs services. Toutes les sociétés sont en concurrence pour avoir l'oreille du président haïtien. C'est une véritable mêlée générale. La référence explicite aux possibilités de business comme ça, juste après le séisme, ça peut apparaître choquant. Ça, c'est vrai. Et les États-Unis, comme je disais tout à l'heure, nous avons et allons dépenser un total de 3 milliards de dollars, j'imagine, pour l'Union européenne. Il y a un chiffre même plus grand que cela, et il y a d'autres partenaires. Et il y a des gens qui vont en profiter. Ça, c'est clair, c'est toujours le cas. Et oui, ces grandes catastrophes, ça peut être un bon business aussi. Oui, c'est comme ça. OK. Pour certains acteurs de l'humanitaire, la machine s'est emballée. L'argent auto-alimenterait des professionnels de la catastrophe, sans efficacité réelle. C'est ce que dénonce Sylvie Brunel. Elle a travaillé durant 17 ans dans des ONG et a même dirigé l'une des plus grosses organisations françaises. Haïti, on peut dire que c'est le tombeau de l'aide humanitaire parce qu'il y a des centaines, voire des milliers d'ONG qui sont installées à demeure, on n'en voit pas le bout. Il y a une sorte d'incohérence dans les politiques où chacun agit dans son coin, faute d'une vision globale de l'aménagement du territoire dans cette île. Et on a l'impression que les ONG peuvent rester là un siècle. En 2002, écœurée par les dérives du système, elle claque définitivement la porte. J'ai décidé de quitter l'humanitaire parce que j'ai ressenti à un moment que l'humanitaire devenait comme une très grosse machine qui finissait par ne fonctionner qu'à son propre service. C'est-à-dire que le but, c'était d'alimenter la machine humanitaire plus que de secourir des populations dans le besoin. Et même, je vais aller plus loin, les populations dans le besoin, elles étaient un peu l'alibi, le prétexte au déploiement de ces machines. Et j'ai vu beaucoup de bureaucratisation et de déshumanisation. Alors, à un moment, je me suis dit, peut-être que c'est parce que je ne suis pas assez élevée dans les postes humanitaires, alors en devenant présidente, peut-être que je vais réussir à changer les choses. Et puis je me suis rendu compte que la machine était plus forte que moi et qu'il valait mieux quitter que cautionner. En 2010, juste après le séisme, il y avait plus de 5000 ONG en Haïti. Aujourd'hui, il en resterait encore entre 270 et 1 millier. Difficile d'être plus précis. Le chiffre exact, personne ne le connaît. Les ONG rendent très peu de comptes sur le terrain. Ce manque de contrôle entraîne aussi des dérives. L'histoire d'une puissante ONG américaine l'illustre parfaitement. Grace International. Elle a été fondée par un pasteur évangélique d'origine haïtienne installé aux États-Unis, Joël Jeune. Bienvenue à Grace Village.
S'il vous plaît, restez notre partenaire pour bâtir un nouvel Haïti. Objectif affiché de cette organisation protestante, apporter aux plus pauvres une aide matérielle et spirituelle. Nous nous sommes procuré les déclarations fiscales de l'ONG. En 2011, elle a déclaré 3 332 758 $ de biens et de revenus, soit plus de 2 400 000 €. En Haïti, l'ONG possède 270 églises, 65 écoles et 3 orphelinats. Elle gère aussi le deuxième plus grand camp de réfugiés de Port-au-Prince. 17 000 personnes entassées dans des tentes. Les photos montrent des visages de réfugiés souriants. Sur le site, on peut lire « Grace Village a réussi à devenir un modèle d'hygiène et d'efficacité. » Nous avons rendez-vous au palais de justice de Port-au-Prince avec un avocat. Maître Patrice Florvillus est ici pour déposer une plainte au nom de 30 familles qui vivaient sous les tentes de Grace Village. Selon lui, elles auraient été chassées illégalement du camp de réfugiés. Il y avait environ 30 familles, pas 30 personnes, 30 familles qui ont vu leur tente détruite par le groupe du pasteur Joël Jeune. Ce groupe a bastonné, a exercé des voies de fait sur les déplacés internes. Pour expulser des gens, la loi exige une décision de justice. Nous sommes venus au parquet pour demander au commissaire, qui est maître de l'action publique, d'intervenir et pour arrêter ce scandale à Carrefour et pour que justice soit rendue à ces malheureuses femmes. Cette femme porte une autre accusation. Selon elle, l'un des administrateurs du camp aurait exercé un chantage sexuel. Ils sont venus plusieurs fois pour découper nos tentes et nous chasser. La mienne a été complètement écrasée. Je n'ai plus rien. L'administrateur voulait coucher avec moi et je n'ai pas accepté. Direction Grace Village, à l'ouest de Port-au-Prince. Le camp est entièrement clos. Des murs de 3 mètres de haut et des barbelés. Devant les portes, des vigiles armés de matraques. Impossible de rentrer. Nous tombons sur le fils du pasteur. C'est lui qui dirige le camp de réfugiés. Vous pouvez couper la caméra ? Nous continuons à tourner en caméra cachée. Nous demandons à rencontrer l'administrateur du camp, accusé de chantage sexuel. Vous pouvez le faire venir pour qu'on lui parle ? Il est occupé. C'est qui est accusé d'avoir demandé des faveurs sexuelles en échange d'une tente. C'est bien malheureux. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il n'a jamais fait ça devant moi. Mais si vous, ça vous embête pas qu'on dise ça de votre camp? Écoute, ça n'a pas l'air. On disait beaucoup pire de Jésus. Le fils du pasteur accepte finalement de répondre à nos questions face à la caméra. On n'a pas déçu des tentes habitables. Les gens des tentes vides, oui, c'était détruit. Et les gens qui portent plainte, ils mentent, en fait. Oui. Les gens qui prétendent qu'on a détruit leurs habitations, ils mentent. Oui. Et les gens qui prétendent qu'on leur demande des faveurs sexuelles pour pouvoir garder leur habitation, ils mentent aussi. Oui. Nous tentons de nouveau de le persuader de nous laisser filmer à l'intérieur du camp. Donc si vous n'avez rien à cacher, je pense que vous pouvez nous ouvrir la porte. J'ai rien à cacher. Alors, ouvrez-nous la porte. Finalement, le fils du pasteur accepte de laisser rentrer notre caméraman. Mais il pose ses conditions. Si vous voulez, vous pouvez entrer vous-même avec la caméra, mais elle ne peut pas entrer. Je ne veux pas que des interviews verbales. Et maintenant, on entre dans le camp. « 5000 tentes. 17 000 rescapés qui vivent dans le dénuement le plus complet. Une véritable décharge à ciel ouvert. On est très loin du modèle d'hygiène et d'efficacité vanté par le site internet. Le plus choquant, c'est que Grace International a trouvé le moyen de faire de l'argent avec les rescapés. Ici, les familles doivent payer 6 $ par mois, soit 4 €. Une fortune pour ces Haïtiens qui n'ont souvent aucun revenu. Chaque mois, le fils du pasteur engrange 20 000 € de loyer. Une aberration pour un campement humanitaire déjà financé par les dons. Et les mauvais payeurs sont expulsés
leur tente détruite. Comment allez-vous, madame? Ça va. On vous a aussi détruit votre tente? Oui, on a couché mon fils par terre là-bas et on l'a menacé avec une arme. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils s'arrogent tous les droits. Rapidement, nous sommes reconduits à la sortie. Devant le camp, nous apercevons 5 hommes qui viennent d'être chassés. Depuis 2 jours, ils ne savent pas où aller. Alors ils traînent aux alentours. Le fils du pasteur les accoste. Alors comme ça, il paraît que vos tentes ont été détruites? Ah ouais? Tu n'étais pas au courant? Tu envoies des gens pour nous expulser, tu n'es pas au courant? Et en plus, il vient nous poser la question. C'est vraiment un imbécile. Lundi soir, j'étais couché. On frappe, on me demande d'ouvrir. Et là, j'entends un coup sur la toile de la tente. Ouh, c'était un coup de machette. Et là, il déchire la toile entièrement. Alors, j'ai fui pour me cacher. Grace Village est une véritable zone de non-droit, financée par l'aide humanitaire. Ce type de dérive écœure la population locale. Alors que les Occidentaux ont déversé 5 milliards d'euros sur l'île, aujourd'hui des graffitis fleurissent sur les murs. Les ONG sont des voleurs. Les ONG, vous êtes des salopes. À bas les ONG. 3 ans après un élan de générosité sans précédent, triste épilogue pour les professionnels de l'humanitaire. Pourtant, malgré les difficultés rencontrées en Haïti, les ONG restent indispensables lors des grandes catastrophes. Chaque année, elles interviennent dans l'urgence aux 4 coins du monde et sauvent des centaines de milliers de vies. Mais une nouvelle question se pose. Les ONG peuvent-elles toujours se contenter de gérer les urgences à court terme ? Ne devraient-elles pas se préoccuper aussi de développement, avec une vision d'avenir ? Une question cruciale pour leur efficacité sur le terrain, mais aussi pour leur crédibilité. Avec à la clé, l'espoir et la confiance de tous ceux qui croient en la solidarité et qui souhaitent continuer à donner.